Hello Sarah. Hello. Je suis trop contente de te recevoir ici. Bah écoute, c'est avec grand plaisir, ça me fait très plaisir d'être là avec toi. Trop bien, et tu es toute belle puisque tu portes l'une de tes créations, n'est-ce pas ? Merci, bah oui, j'en glisse toujours une quelque part, donc aujourd'hui on part sur ce petit Bermuda. Trop bien. En tout cas, c'est canon. J'ai hâte que tu nous racontes ton parcours, ton histoire, ce que tu fais. Je suis quelqu'un de très créative, mais j'ai jamais été, si tu veux, créative avec mes mains, finalement. Et c'est un de mes fantasmes, entre guillemets. Donc, je suis hyper attirée par ton parcours, par ce que tu fais. Je trouve ça incroyable. Et tu fais des trucs vraiment incroyables, pour le coup. Enfin, merci. C'est juste lunaire. Et j'ai hâte de comprendre comment tu as appris ça, comment ça t'est venu, etc. Mais dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Qui es-tu ? Bien sûr. Alors, je m'appelle Sarah Monteil. Je suis franco-camerounaise, j'ai 25 ans, bientôt 26, et je suis créatrice de contenu et en même temps créatrice de mode. Donc, je partage mes créations sur les réseaux sociaux. Trop bien. C'est quoi ton rêve ? Alors, je commence par ça, je ne le fais jamais, mais là, j'ai envie de te poser cette question. Ouais, c'est surprenant comme question dès le début. Je sais pas pourquoi ça me vient comme ça, mais parce que je pense que du coup, en ayant ta vision, on va revenir ensuite au démarrage, parce que avec mes invités, si tu veux, ce que j'aime bien, c'est comprendre vraiment le parcours de A à Z, tu vois, toute ton histoire, par où t'es passé, etc. Mais là, je sais pas pourquoi, de but en blanc, j'ai envie de comprendre, c'est quoi ton rêve ? C'est quoi ton big rêve là ? Pourquoi tu fais tout ça ? Honnêtement, quand on me demande quel est mon rêve, je dis toujours que mon rêve, c'est d'être épanouie dans la vie. Ok. Et mon travail et ce que je fais au niveau de la couture, ça y participe, donc je dirais ça. Ok. Et pas un objectif professionnel, vraiment, tu sais, genre de te dire, j'aimerais faire ça ou arriver là. Je pense que je me mets pas forcément la pression. Ok. Ce qui doit arriver arrivera, je travaille pour, et puis on verra bien ce que l'avenir nous réserve. C'est sage. Ouais. C'est beau. Il faut. Écoute, franchement, t'as beaucoup de choses à me ça aide apprendre. aussi à ne pas se stresser. Ah, mais... Je me laisse un peu aller. Et franchement, je veux bien des clés par la suite là-dessus, parce que c'est le sujet, c'est mon sujet du moment. Okay. Moi, c'est tout le contraire. Je me mets une pression de ouf, toujours des objectifs de ouf, etc. Et du coup, j'en ai payé un peu les frais, tu vois, là, en ce début d'année. Ouais. Ouais, forcément, anxiété, etc. C'est ça, avec l'hiver en plus. Avec l'hiver en plus, ça aide pas. Exactement. Donc, si tu veux nous donner des petits tips un peu mindset après, ça avec grand plaisir. Pas de souci. Du coup, Sarah, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire ? Quand est-ce que tu as commencé la couture ? D'où ça te vient ? Quelle est ta sensibilité ? Enfin, pourquoi tu as une sensibilité à tout ça ? Je veux bien vraiment rentrer dans les détails de ton histoire. Tu prends le point de départ de ton choix, peut-être l'enfance. Enfin voilà, c'est toi qui décides. Ok, alors, en fait, moi, j'ai toujours été très créative et très curieuse. Ça veut dire que depuis toujours, je dessine. J'ai aussi appris la guitare, le chant. J'essaie de toucher à tout, la photo, etc. Et à un moment, parmi mes dessins, il y a certains dessins de silhouettes qui s'y sont glissés. Donc, je commençais à dessiner des vêtements et un jour, mes parents sont tombés dessus. Par hasard ? Par hasard, parce que je leur montrais aussi mes dessins. On a toujours été très proches avec mes parents, donc il n'y avait pas vraiment de secret. Juste, je dessine, ils regardent et puis voilà. D'accord. Et donc, ils sont tombés dessus, ils ont commencé à regarder parce que j'en dessinais beaucoup. Et à un moment, ils m'ont dit, écoute, tu dessines des vêtements, maintenant tu vas les créer. Et c'est comme ça qu'au Noël qui a suivi, j'ai reçu ma première machine à coudre. Mais t'as les meilleurs parents du monde. Vraiment. Franchement. Je sais pas d'où ils ont sorti cette idée-là, mais parce qu'il n'y a pas forcément de vraies couturières dans ma famille. Enfin, mes grands-mères cousaient toutes les deux, mais de manière assez ludique, c'est-à-dire que de temps en temps, pour faire une robe, pour faire un ourlet, un chiffon, mais vraiment pas du tout dans le milieu de la mode. Et moi, j'ai toujours eu cette appétence pour le milieu de la mode parce que ma mère adore les vêtements, adore les chaussures, les sacs à main. Donc, j'avais souvent l'habitude d'aller dans son dressing, de faire des petits essayages avec ses vêtements et de lui faire un petit défilé dans sa chambre. Trop bien. Donc, j'ai toujours eu cette appétence-là pour la mode. Et donc, au moment où j'ai reçu ma première machine à coudre, au début, j'ai essayé par moi-même de coudre. C'était très dur. Ah bah tu m'étonnes. Faire même une ligne droite, c'était pas possible. Ah mais c'est clair. Donc j'essayais. Des moments, j'allais chez ma grand-mère qui me disait mais Sarah, pourquoi tu coupes pas droit ? T'as bu ou quoi ? J'étais là, je sais pas, je sais pas comment on coupe droit. Donc j'ai essayé. Et à ce moment-là, j'habitais dans le sud de la France, à Grasse, parce que j'ai beaucoup à côté de chez déménagé. moi.
Ok. J'ai beaucoup déménagé. J'ai habité vers Paris, dans 2 villes, en Alsace, au Bénin. J'ai habité à Grasse, au Canet. J'ai habité Mais à raconte, Cholet. pourquoi ? Parce que mon père était souvent muté. D'accord. Et en fait, on l'a toujours suivi. Donc, on a beaucoup déménagé. Et j'ai habité au Bénin, donc en Afrique, parce que mes parents voulaient, enfin, surtout ma mère voulait à un moment qu'on aille vivre en Afrique. Elle est d'origine camerounaise. Mais elle a vécu au Bénin avec sa sœur. Et c'est là-bas que mes 2 parents se sont rencontrés. Oh, et tu as aimé vivre au Bénin ? Ouais, c'était sympa. J'avais 10 ans à ce moment-là. Je suis allée à l'école là-bas et ça s'est très bien passé. Hein, t'es resté combien de temps là-bas ? 6 mois. Ah oui, c'était court. Ouais, c'était court. Que fait ton papa ? Mon père, il est commercial. Ok. Voilà. À ce moment-là, il bossait pour des entreprises. Maintenant, il a la sienne. Entrepreneur. Exactement. On adore. Cette famille-là, on dirait. Oui, carrément. Mais oui, il a beaucoup été muté et c'est pour ça qu'on a beaucoup déménagé. Donc, une fois quand on était à Grasse, on a trouvé cette association qui s'appelait La Moutonne. Donc, La Moutonne, c'était une association dans laquelle il y avait plusieurs clubs, notamment le club guitare auquel je participais aussi. Oh, mais trop bien. Pour apprendre la guitare. Et le club couture. Le club couture, c'était un club qui était dirigé par une femme qui s'appelle Marie-Françoise, donc une mamie. Et c'était un club dans lequel il y avait surtout des mamies. Donc moi, j'étais la seule jeune. J'avais 14 ans à ce moment-là. Et c'était pas du tout la mode de faire des choses avec ses mains, parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup ce truc-là d'upcycling, de personnes qui ont envie de faire des choses avec leurs mains. À ce moment-là, c'était pas le cas, sauf que moi, j'en avais envie. Donc, je me suis lancée dans la couture avec cette association-là. Je payais 1 € symbolique le cours et tous les samedis matins, je me retrouvais avec mes petites mamies à apprendre la couture. Je suis fan. Elle existe encore, cette association ? Je sais pas du tout. Ça fait déjà bien longtemps. Bah ouais. Mais j'irai regarder. Ouais, je pense que ce serait intéressant. Et j'avais même eu un article du Nice Matin. Voilà, je l'ai encore en plus l'article parce que ma grand-mère l'avait scanné. Oh, j'adore. Et dedans, on a du coup l'atelier de La Moutonne avec Marie-Françoise qui s'exprime, qui dit « Sarah est très douée, je suis sûre qu'elle elle fera de jolies choses et tout en couture. » Et on m'avait demandé si je voulais faire de la couture plus tard, si je voulais en faire mon métier. Et j'avais répondu oui. Donc, j'avais déjà la vision à cette époque. Tu avais déjà la vision, exactement. Est-ce que tu as appris des choses en rencontrant du coup toutes ces mamies, etc. Est-ce que tu as eu, est-ce que tu as appris des leçons de vie ? Est-ce qu'il y a des phrases ou des choses qu'elles t'ont, qui t'ont marqué, des échanges avec elles ? C'était surtout au niveau de la couture qu'on se concentrait. Donc, j'ai beaucoup appris au niveau de la patience. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de très calme, mais avec elle encore plus, parce que justement, la couture, ça prend du temps. Voilà, moi sur les réseaux on voit des transitions là comme ça où finalement on a l'impression que tu l'as fait en 1 heure, voilà, alors que pas du tout. Mais oui, la patience et puis j'ai des petites phrases qui restent comme par exemple lorsque ta création tombe par terre, ça veut dire qu'elle aura du succès. Oh, donc à chaque fois maintenant que je couds et que par hasard une pièce tombe par terre, je me dis ok, celle-ci. Avoue, tu fais exprès de les faire tomber par terre. On pourrait. Mais oui, drôle. Non, c'est quelque chose qui m'est resté en tête. Et honnêtement, c'était, je pense, l'endroit où j'ai le plus appris de tout mon parcours, parce que elles étaient vraiment là pour m'accompagner. Et tu n'aimerais pas, toi, du coup, reproduire ce type d'association ou d'école, justement, de couture pour remettre ça au cœur de notre société ? Je pense que j'aurais pu le faire si mes skills en couture étaient plus avancés. Ah, t'es exigeante avec toi-même. Ah non, mais en fait, je connais mon niveau de couture et je sais à quel point parfois il y a du bricolage. Parce que on va dire que j'essaie de donner un aspect à un vêtement. Si j'ai pas la bonne technique, c'est pas grave, je me débrouille. Eh ben c'est super, c'est des cours comme ça qu'on veut. Non mais vraiment, en plus, après c'est ma perception, mais déjà j'ai l'impression que l'être humain, ces dernières années, on a vraiment de plus en plus besoin de revenir à des choses créatives, de se reconnecter à nous, comme tu le disais, à prendre plus le temps, être moins sous pression, etc. J'ai l'impression qu'on a besoin de retrouver un certain équilibre parce qu'on est allé tellement vite ces dernières années. Et je pense que c'est aussi depuis le confinement. Depuis le confinement, il y a beaucoup ce truc-là de prendre le temps pour soi et de faire des choses qui nous font plaisir.
Oui, peut-être. Mais tu vois, finalement, une école de couture, quand tu es débutante, je pense pas que tu recherches la perfection. Je pense que tu recherches à créer, à faire des choses, et surtout avec une personne qui t'apporte de la sympathie, de la bonne humeur, de faire des pièces originales. Tu vois ce que je veux dire? Donc justement, ça pourrait être un atelier de couture différent. C'est vrai. À réfléchir. Ouais, je serais la première à m'inscrire. Non, mais c'est super. Je trouve qu'on manque de trucs comme ça, un peu stylés, justement. Tu vois, pas un truc un peu barbant. Non, on a envie d'un truc cool qui sorte un peu du lot. Voilà, note à mon agent. On doit créer peut-être qu'on organise un atelier. Bah ouais. En tout cas, ça pourrait être intéressant. Voilà, je pose ça là. T'en fais ce que tu veux. Bah oui, pourquoi pas. Mais non, c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Après, moi, je suis très autocritique envers moi-même et envers mon travail. Donc, je pense que c'est pour ça. Il y a beaucoup de syndrome de l'imposteur. C'est ouf. Et pourtant, enfin, tu vois, moi, je vois ça. Alors, toi, peut-être que ça te semble bateau de créer une pièce. C'est facile. Voilà, non, mais pour nous, c'est ouf, tu vois, pour les gens comme nous, les moldus. On ne sait pas faire ça. Donc, c'est incroyable. Enfin, tu te rends pas compte. Moi, comme je te le disais tout à l'heure, ça a toujours été un fantasme d'avoir une machine à coudre. Rien que d'avoir une machine à coudre, de créer mes propres pièces. Je trouve ça hallucinant. Il faut juste prendre le temps et essayer. Hein. Oui, non, mais c'est vrai. C'est vrai, mais c'est magnifique en tout cas. Bravo. Merci. Donc, tu fais tes ateliers à Grasse, c'est exceptionnel. Tu t'éclates avec les mamies. Tu fais ça pendant combien de temps? Je fais ça pendant 6 mois. Parce qu'il faut savoir toujours que je suis... 6 mois avec toi. Ouais, je sais pas, il y a quelque chose. En fait, je suis jamais restée plus de 5 ans à un endroit. Ok. Et il faut croire que 6 mois, c'est aussi une date. Oui. Mais en fait, ça faisait déjà 4 ans que j'habitais à Grasse. Et mon père a été muté à ce moment-là, donc ça a duré 6 mois. Et ensuite, on est parti vers la région nantaise. Okay. Et là, on a trouvé une maison à Cholet, donc une petite ville qui est surtout réputée pour le basket, donc rien à voir avec la mode. Et tu t'es mis au basket? Mais, pas du tout. Mes frères, oui. Moi, j'allais voir des matchs le samedi. Voilà. Ah, super. J'allais voir les basketteurs. On aime bien, on aime bien. Et oui, en fait, à ce moment-là, je perdais un petit peu cet atelier-là que j'aimais beaucoup. Mais j'ai décidé de continuer par moi-même. Donc, je continuais à faire des créations. Je dessinais encore des silhouettes que j'accrochais sur mon mur, au-dessus de mon bureau. Et je faisais des créations avec lesquelles j'allais au lycée. Voilà, on connaissait un petit peu mes créations déjà à ce moment-là. Et en parallèle de tout ça, je faisais des vidéos sur YouTube à l'époque. Voilà, déjà à 14 ans? Déjà à 14 ans. Enfin, là, c'était du coup à 15. Mais à 14 ans aussi, parce que la chaîne avait déjà un background. Ok, top. Au début, je faisais des ongles dessus. Ah, c'est vrai? D'accord. Ouais, des petits nail art où je montrais pas ma tête. Voilà. Et après, j'ai commencé à faire des vlogs. Et au moment de mon déménagement, j'ai commencé à faire des vidéos de couture où je montrais comment je cousais un vêtement. Pas du tout un tuto, mais juste vraiment, moi, pendant 20 minutes, comme ça, en train de coudre. Et le résultat. Waouh, ok. Voilà. Et j'appelais ça les On coud ensemble. C'est d'ailleurs toujours disponible sur YouTube. Ok, trop cool. Voilà, vous pouvez aller voir mes bébés créations. Tes premiers pas. Voilà. Et d'ailleurs, c'est des créations que je porte toujours. Hein. Ah, trop bien. Il y en a certaines qui ont bien vieilli. Mais c'est ouf, attends, donc ça fait 10 ans que tu les as créées et tu les portes toujours? Ah oui, oui. Incroyable. Et donc, oui, j'ai continué par moi-même avec ces vidéos-là. Et à un moment, je ne sais pas, j'ai arrêté. J'ai juste continué la couture de mon côté, mais j'ai totalement arrêté ces vidéos-là. Et j'étais, à l'école, donc concentrée pour avoir mon bac, etc. Moi, j'ai toujours été une bonne élève. Je n'en doutais absolument pas, ça. Voilà, vraiment toujours attentive, etc. J'ai créé un club couture au lycée. Ah, bah tu vois. Ouais, j'ai créé un club couture, mais il a duré 2 jours. Ah merde. Pour quelle raison? Parce que, comme je disais, c'était pas la mode de faire de la couture, c'était pas la mode de faire quelque chose avec ses mains. Voilà. Donc non, il y avait 2 de mes potes qui étaient avec moi, on faisait un peu de couture, je ramenais ma machine à coudre, mais sinon ça s'arrêtait là. Et ensuite il y a eu toute cette question-là d'orientation. Oui. Donc on avait des cours où est-ce qu'on essayait un petit peu de savoir où est-ce qu'on voulait aller plus tard. Je me souviens d'une fois où une prof est venue vers moi et m'a dit « Bon, Sarah, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Et j'ai un pote qui s'est retourné et qui m'a dit « Réfléchis bien à ta réponse. » Ah, mais t'as des super parents, t'as des super potes. Ah ouais, non, mais je suis très bien entourée, j'ai de la chance. Ouais. C'est incroyable. Parce que, en fait, depuis toujours, je me disais « Ok, je vais faire du droit. » Parce que c'est la sécurité, parce que je m'assure un bon salaire. Je voulais faire soit avocate, soit notaire. Et tous mes profs voulaient même que j'aille faire des grandes écoles de commerce. C'était vraiment loin de tout. Parce que t'étais une très, très bonne élève. Ah oui, bah oui. ouais.
toujours dans les 3 premiers. Ah ouais. Waouh, chapeau. Donc non, c'était vraiment quelque chose qui me prenait la tête, parce que je me disais, ok, est-ce que tu décides d'avoir une sécurité et de t'enfermer dans un métier qui peut-être ne va pas te combler, ou alors est-ce que tu vas vers ton choix du cœur et tu vas vers la mode? Et pendant longtemps, ça m'a tourmentée. À un moment, je faisais des portes ouvertes aussi avec mon père pour essayer de me décider. Et je me souviens qu'à ce moment-là, je pleurais dans la voiture parce que je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Parce que vraiment, j'avais peur de décevoir aussi. Il y avait tellement de gens qui me conseillaient d'aller vers le droit ou vers le commerce, que je me disais, en fait, la mode, c'est finalement un gouffre dans lequel je vais me mettre et qui ne va rien m'apporter. Je me souviens même que la conseillère d'orientation m'avait dit, non, mais ça, c'est un hobby que tu peux garder sur le côté. Ah, d'accord. D'accord. Bon. D'accord, bah oui. Donc ça n'encourage pas. Non, mais tu vois, c'est chiant, quoi. Ça n'encourage pas du tout. En fait, de toute façon, tous les métiers artistiques, à chaque fois, on nous les présente comme des hobbies. C'est vrai. Donc, quand on est là et que c'est quelque chose vraiment qui nous anime, bah forcément, on se pose des questions. Forcément, on se dit, bon, ben, peut-être que je devrais abandonner. Et peut-être que je devrais me mettre dans un métier, aller dans un métier qui est plus conforme et rationnel par rapport à mes capacités. Comme si, en fait, une école de mode, ça demandait pas d'intelligence, ça demandait pas de la rigueur. Ce qui est totalement faux, hein, parce que j'avais 40 heures de cours par semaine, donc la rigueur est... Au contraire, c'est encore plus de rigueur, de discipline. Comme tu dis, ça demande énormément de patience. Exactement. Et tu vois, ce que je trouve génial, c'est qu'en 2026, c'est extraordinaire, parce que tu as le pouvoir des réseaux sociaux qui permet une égalité des chances qui est incroyable. Totalement. Et justement, de te créer ton propre truc, ton propre écosystème, des deals avec des marques, de te faire repérer. Je trouve que ça augmente vachement les chances pour chaque artiste, entre guillemets, pour chaque potentiel, pour chaque personne. Et je trouve ça ouf. Ah, mais totalement. Et c'est juste la question de savoir se mettre en avant. Et puis... Oui. Et puis voilà, après, on laisse un peu faire les choses, quoi. Complètement. Mais oui, quand je pleurais, du coup, dans cette voiture avec mon père, alors il faut savoir déjà que mes parents ont toujours été fans de moi. Ma mère, elle appelle mon père mon fan numéro 1. Mais genre c'est vraiment vrai. Ah si. Mais j'adore. Mes parents ont toujours été un grand soutien dans tout ce que je faisais, peu importe ce que je faisais d'ailleurs. Et c'est eux qui m'ont mis à la guitare, c'est eux qui m'ont juste laissé faire, en fait, tout ce qui me passait par la tête. Et donc dans cette voiture, à un moment, mon père, il me regarde, il me dit, mais pourquoi tu pleures? En fait, quand tu regardes la télé, quel métier te donne envie? Et je lui dis, la mode. Il me dit, fais ça alors. Et voilà. Mais c'est comme ça que finalement, je me suis accordé cette possibilité d'aller vers la mode, parce que je savais que j'allais pas décevoir. Parce que je savais que finalement, ok, là, on m'avait autorisé à aller vers quelque chose qui me plaisait. Alors que vraiment, j'ai jamais eu de pression par rapport à mon orientation de la part de mes parents, hein, pas du tout même. Mais c'est une pression que je me mettais moi-même. Bien sûr. Et peut-être qu'inconsciemment, tu te disais qu'ils seraient peut-être plus fiers de toi si tu étais avocate que tu sois dans la mode. Exactement. Alors que finalement, pas du tout. Et là, tu as eu effectivement ta validation en mode « Ah, mais c'est bon en fait. Ouais, c'est bon, je peux y aller. » Ça change rien. Ouais, c'est ça. Exactement. Et t'avais quel âge quand t'as pris cette décision? Enfin, dans cette voiture, du coup? J'avais 17 ans. Ah ouais, t'étais super jeune encore. Ouais, c'était vraiment au moment où est-ce qu'il fallait choisir son orientation avant Parcoursup, etc. Ok. Donc ouais, c'était quelques mois avant mon anniversaire. Et dès lors où je me suis autorisée cette voie-là, on a fait d'autres portes ouvertes. Et là, j'ai trouvé avec mon père donc une mise à niveau en art appliqué. Donc c'est l'équivalent d'une prépa, mais dans l'art. Enfin, dans le design surtout, parce qu'en fait, ça n'existe plus aujourd'hui. Maintenant, ça a été condensé avec le BTS qui suivait pour faire une licence. D'accord. Qui s'appelle un DNMAD. Et donc, à ce moment-là, quand j'ai trouvé cette mana, donc, c'était une libération parce qu'en fait, je m'enfermais pas forcément dans la mode. Là, je me donnais 1 an pour découvrir tous les métiers du design, c'est ça. Donc, j'ai travaillé l'espace, j'ai travaillé le graphisme, j'ai travaillé la mode, j'ai travaillé l'architecture, j'ai travaillé la photographie. Enfin, j'ai eu un champ des possibles incroyable. Tu t'es éclatée? Ah, c'était génial. C'était l'année la plus dure de mes études, honnêtement, parce que on dormait quasiment pas. On était 20 dans la classe, non, 25 dans la classe. Il y en a 5 qui sont partis, tellement c'était dur. Qui ont abandonné. Ouais, qui ont abandonné au cours de l'année, tellement c'était dur. Mais ce qui était vraiment génial, c'est qu'on avait une cohésion de groupe. En fait, c'était la seule mana gratuite dans le Pays de la Loire.
donc qui était très prisé, etc., pour très peu de place. Et finalement, on se disait, OK, on a juste de la chance d'être ici, donc on va tous se soutenir. On était là, je me souviens de projets que j'avais et que je terminais à 4 heures du matin. J'appelais mes amis, on était là comme ça au téléphone, à se dire, OK, t'as terminé? Et l'autre personne au bout du fil, elle disait, ah non, mais moi j'ai pas terminé. On se réveillait 3 heures après pour aller en cours et pour rendre le projet. Mais c'était une année qui était super dure, mais qui était incroyable. J'avais des profs qui étaient vraiment à l'écoute, qui nous voyaient fatigués et qui prenaient vraiment le temps de comprendre pourquoi on était fatigués, s'il fallait décaler des rendus, etc. Et je me souviens que même un moment, il n'y avait plus de chauffage. On était en hiver. Moi, je m'étais ramenée avec mon plaid à l'école. Et j'étais sur mon ordinateur comme ça à travailler. Je mettais mon plaid sur moi et sur mon ordinateur. Je me faisais une petite grotte et je travaillais comme ça. Et je me souviens d'une prof qui est venue, qui a soulevé mon plaid et qui me disait « Sarah, ça va ?» J'étais là en mode « Oui, ça va, je travaille. » Il y a des gens qui faisaient des siestes sous les tables. Enfin, en fait, on passait vraiment nos journées entières, c'est-à-dire de 7h jusqu'à 20h, 20h30, jusqu'à la fermeture de l'école, dans l'école, justement. Donc c'était un rythme vraiment intense, mais incroyable. On était là, quand on était trop fatigué, des moments, on se disait, en fait, on lâche prise, venez, on fait un karaoké. Et on allumait le vidéoprojecteur, on se faisait un karaoké comme ça dans la classe. Et c'était incroyable. On allait faire nos courses ensemble. On était dans un petit village, parce que j'étais à Montaigu, pas très loin de Cholet, à 45 minutes. Et c'était vraiment un village où est-ce qu'il y avait que des étudiants, parce qu'il y avait un lycée. Et dans ce lycée-là, il y avait des BTS photo, BTS graphisme et BTS audiovisuel et la Mana. Et donc, dans le village, tous les appartements étaient remplis par des étudiants. Et chaque jeudi, il y avait une soirée dans une coloc. Donc, une soirée à Versailles, parce qu'elles avaient toutes des noms. Une soirée au Magnolia. Enfin bref, il y avait plein de soirées comme ça. Et vous faisiez un univers, une déco particulière, un environnement? Non, pas du tout. C'était vraiment une fête d'étudiants, quoi. Ok. Et moi, j'y allais pas trop. En vrai, on me forçait, on venait taper à ma porte pour que je sorte. Ah ouais. Bah ouais, toi, tu voulais avancer et obtenir de meilleurs résultats. Non, même pas. C'est que c'était souvent des musiques qui me correspondaient pas trop. Et puis, moi, je bois pas du tout. Donc, quand je suis là, comme ça, entourée seulement de personnes qui sont alcoolisées, forcément... C'est pas ton truc. C'est drôle au début, mais à un moment, quand tu dois faire la police, quand tu dois être celle qui surveille tout le temps... ah ouais, c'est chiant. C'est un peu lourd. Donc, oui, je sortais un petit peu au début. Après, j'ai calmé le jeu. Okay. Mais en tout cas, Montaigu, ça a été une parenthèse de ma vie qui était très sympa. Vraiment. Et donc, tu as fait ça de 17 à 18 ans? J'ai fait ça de 18 à 19. De 18 à 19. Voilà. Ok. Ensuite, j'ai encore postulé sur Parcoursup pour une autre école, qui est cette fois-ci Duperré, donc qui est à Paris, une grande école de mode. Et j'avais postulé pour 2 parcours, donc le parcours textile et le parcours collection. Collection qui se rapporte davantage à la mode, enfin du moins de ce qu'on connaît de la mode. Et à ce moment-là, on a fait des entretiens. Voilà, on avait un thème, on avait des créations à faire pour ce thème-là. Moi, je me souviens, j'avais reçu le thème. Une semaine après, j'avais mon entretien. Donc, il fallait que je fasse une création en une semaine pour l'entretien. Couture ou autre. D'accord. Moi, j'avais fait couture et photo. J'avais fait les 2. Ok. C'est du bon. Beau challenge. Ah ouais. Et en fait, ça s'était super bien passé. Moi, j'ai jamais été stressée dans la vie. Franchement, je suis toujours... Mais du coup, vas-y, c'est le moment. Donne-nous tes secrets. Comment on fait pour ne pas être stressé? Qu'est-ce qui fait que t'es pas stressée? T'as pas d'ego, en fait. Non, mais en fait, je me pose pas trop de questions. Je me souviens d'une fois où mon père, il m'avait dit, mais en fait, ça sert à quoi d'être stressé? Ça te sert à rien parce que finalement, ça te bloque plus qu'autre chose. Parce que il y a forcément, quand tu grandis, il y a forcément des moments où est-ce que tu vas stresser parce que tu dois passer au tableau, etc. Quand mon père m'a dit ça, je me suis dit, mais en fait, il a raison. Pourquoi je stresse? Je connais ce que je dois faire. Je connais mon sujet. Finalement, j'ai pas à stresser. Je sais que ça va le faire. Et d'ailleurs, il y a pas longtemps, il m'a ressorti quelque chose que je lui avais dit il y a quelques années. Parce que moi, j'ai toujours eu l'habitude de travailler la nuit. Et encore une fois, aujourd'hui, ça ne change pas. Et tu dors le jour? Ah non. Ah, tu ne dors pas? J'ai des nuits assez courtes. C'est-à-dire que ça dépend des périodes. Mais par exemple, en Fashion Week, la Fashion Week que je viens de terminer, j'avais une moyenne de 4 heures. Et une nuit, je l'ai fait... Enfin, c'était même pas une nuit, c'était une sieste de 40 minutes. Mais pourquoi t'as pas l'air fatiguée? Ah bonne question. Je pense que c'est l'adrénaline. C'est dingue. Moi, et après, je me repose après la Fashion Week quand même. Ah ouais. Et dans la vie de tous les jours, ça va, j'ai quand même des nuits de 6 heures en général.
C'est court quand même. Ouais. Mais c'est comme ça que tu fonctionnes. Mais ça marche, en tout cas. Bah voilà, exactement. Je rattraperai plus tard. Mais bon, même si c'est pas rattrapable. Mais ouais, mon père, il m'avait dit qu'une fois, j'étais dans la cuisine à travailler, comme d'habitude la nuit, à réviser un contrôle que j'avais sûrement le lendemain. Et il était venu, il m'a dit, mais Sarah, mais tu stresses pas toujours à travailler comme ça au dernier moment? Et je lui avais dit, mais pourquoi je stresserais? Genre, je sais que je vais réussir, donc ça sert à quoi? Ah d'accord. J'ai dit ok, bon j'aimerais bien récupérer cette confiance là parce que non mais c'est vraiment grâce à mes parents, je pense encore une fois que j'ai ce côté-là de. C'est pas je m'en foutiste parce que c'est vraiment pas le cas, c'est vraiment juste de ne pas stresser et de confiance en ce que je dois faire et ce que je vais faire. Voilà. C'est bien. Je sais que je vais une fois que je me fixe un objectif, je le réussis et je l'atteins. Toujours. C'est incroyable d'avoir une telle confiance en soi à 25 ans et que tu avais déjà, du coup, début vingtaine et tout. Enfin, c'est une. Ah, mais même ça, c'était une clé de dingue. Au collège. Hein. Ah ouais? Collège, lycée. Hein. Ah d'accord, c'est ouf. Mais déjà, le fait que tu décides de ne pas boire, je trouve que c'est un vrai acte de confiance en soi, tu vois. C'est une vraie preuve de je m'en fous de faire comme le groupe. Tu n'as pas besoin d'appartenir au groupe ou à la majorité. Tu fais à ta manière. Peut-être. Honnêtement, c'est surtout parce que j'aime pas le goût de l'alcool du tout. Et parce que j'ai vu aussi des dérives de l'alcool, de l'alcoolisme, etc. autour de moi qui m'ont, je pense... qui t'ont calmé. Voilà, bien calmé par rapport à ça. Mais oui, non. Quand j'arrive en soirée, on me dit « Mais comment tu fais? Tu bois pas ?» Non, mais j'en ai pas besoin. Ouais, mais je peux m'amuser sans, il n'y a pas de souci. Mais tu verras, en plus, après, ça se perd. Plus tu grandis, moins tu fais la fête. Donc, finalement, et moins tu auras de rides, vu que tu n'auras pas bu d'alcool. Ça, c'est formidable. Non, mais donc... à partir de quand tu as commencé à porter tes créations? À partir du moment où j'ai commencé à les faire. Ok. Je me souviens, ma première création, c'était une jupe crayon rouge avec une énorme ceinture. Je la portais déjà au collège. Ah oui, d'accord. Ah oui. Ah, mais c'est ouf. J'ai commencé à faire mes vêtements parce que je voulais porter des vêtements qui m'appartiennent vraiment. D'accord. Parce que je voulais porter mes créations. Et justement, est-ce qu'il y a un lien, selon toi, entre ce désir... Parce que des jobs dans la vie qui te font bien gagner ta vie et qui sont rationnels comme avocat ou autre, il y en a plein. Toi, tu étais plus concentré sur avocat, le métier d'avocat. Est-ce qu'il y a un lien, selon toi, entre le désir de devenir avocate et ce que tu fais aujourd'hui vis-à-vis de la justice, vis-à-vis de... Je sais pas, est-ce que tu as déjà fait un lien? Est-ce que tu as déjà réfléchi à ça? Pas du tout. Honnêtement, c'est la première fois qu'on me pose cette question et la première fois, du coup, que j'ai cette réflexion-là. Mais je pense pas forcément qu'il y ait un lien. Honnêtement, le droit, c'était juste... c'était une autre forme de passion. J'ai même fait mon stage de 3e dans un palais de justice. Donc, c'était vraiment quelque chose vers lequel je me voyais quand même. Mais c'était trop carré, peut-être, pour moi. D'accord. Moi, je suis quelqu'un de très pétillant, très solaire. Voilà, j'aime beaucoup la couleur. Voilà. Et je me voyais pas être là, enfermée dans des bouquins, avec des habits qui n'allaient pas forcément refléter ce que j'étais. Donc, non, je n'ai jamais fait de lien entre les deux. Parce que souvent, en fait, je remarque qu'il y a souvent des liens entre les rêves d'enfants ou les différents rêves rationnels, cœur, etc. qu'on peut avoir. Il y a souvent des liens qu'on peut faire qui sont hyper intéressants pour se comprendre soi et pour comprendre la mission que tu portes, tu vois, parce que, mine de rien, ce que tu fais, le fait que tu fasses des créations, que tu portes tes créations dès le collège, etc., il y a vraiment ce besoin de s'affirmer, avoir le droit de, tu vois. Donc peut-être que ça te vient de quelque part, je sais pas, peut-être tes grands-mères, ton histoire, je sais pas. Ouais, non, c'est l'envie aussi de différenciation. J'avais pas envie de porter les mêmes choses que tout le monde, là où finalement au collège c'est un petit peu le cas. Oui. On cherche beaucoup à appartenir à un groupe. Moi, c'était tout le contraire. J'avais envie d'être unique, entre gros guillemets. Et je pense que, encore une fois, c'est grâce à mes parents. Ma mère, elle a toujours mis ce qu'elle voulait, comme elle voulait. Donc elle m'a aussi un petit peu mis là-dedans. C'est-à-dire qu'elle m'a toujours appris à ne pas avoir peur du regard des autres. À faire les choses comme je le sentais. Même à un moment, je me souviens qu'elle me disait « Si t'es pas à l'aise, c'est pas grave, fais semblant. » Parce que... Non, mais c'est vrai. Top. Fake it until you make it. Exactement, c'est ça. Parce que... quand tu parais en plus gentil, etc., c'est là où les gens ils vont souvent profiter de toi et de ta gentillesse. Et ils vont souvent te prendre ta gentillesse pour une faiblesse, alors que c'est pas du tout le cas. Et ouais, quand moi je déménageais, bon, j'avais de la chance parce que j'ai un frère jumeau, donc on était toujours à deux. Mon petit frère, il n'a pas eu cette chance-là. Mais on était toujours à deux. Et ouais, j'avais toujours ce besoin-là
de montrer qui j'étais, même si au début, je paraissais un petit peu frêle, un petit peu sensible. Alors que voilà. Mais ça peut être une force aussi. Ah oui, mais tu vois, les gens totalement. pensent que tu es toute gentille, toute machin. Et après, j'arrive, hop, tu as pris un tour dans ton sac. C'est ça, exactement. Mais on adore ça. Moi, j'aime bien quand on pense que je suis un peu naïve, voire bête, tu vois. Genre, et après, justement, d'aller à contre-courant de tout ça. C'est une vraie force parce que du coup, les gens ne t'attendent pas au tournant, tu vois. Ah, mais totalement. Donc, et puis, c'est notre personnalité de toute façon, donc on va pas changer pour mais pour autant. C'est ça. Non, moi, j'ai toujours été dans le « OK, je suis qui je suis ». Oui. Mes créations, en plus, le montrent bien. Je porte ce que j'ai envie de porter. Et puis, voilà, on fait avec. Et j'ai toujours eu des gens super bienveillants autour de moi. Jamais eu de critiques, jamais eu d'harcèlement, Dieu merci. Complètement. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont victimes de ça, justement parce qu'ils ont envie de s'affirmer. Ah oui. Et moi, ça a jamais été le cas. Au contraire, les gens étaient plus admiratifs de ça. Je me souviens qu'au lycée, moi, je faisais un peu ma vie. Hein. Franchement, j'étais là avec mes copines. Voilà, je calculais pas trop ce qui se passait. J'étais gentille avec tout le monde. Enfin, j'appréciais à peu près tout le monde, etc. Il y avait pas de souci. Et il y a pas longtemps, j'ai appris que j'étais populaire. C'est pas vrai, sans que tu le saches. Ah, mais moi, je savais pas du tout. Comme je disais, moi, j'étais dans mon univers. J'étais tranquille. Et on me disait, mais en fait, quand on te voyait avec tes créations, on me disait, waouh et tout. Ok, go. Canon. Très, très canon. Et je sais que, donc, il y a une histoire qui est sympa. C'est que tu t'es fait repérer à un moment donné par un photographe. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé? C'était la première fois, du coup, pour toi que tu te faisais repérer? Oui. Alors, en fait, comme je disais, je suis allée à Duperré, donc cette école de mode dans laquelle, du coup, j'ai fait du textile et après, dans laquelle je suis allée en collection. D'ailleurs, ça s'est pas forcément bien terminé parce que j'ai fait une dépression. Bon, c'était pas lié à l'école, c'était lié à la pilule. Ah merde! Ouais. Comment tu sais que c'était lié à la pilule? Parce que dès lors où je l'ai arrêté, tout s'est arrangé. Ça a duré 7 mois. 7 mois où je pleurais, où j'allais pas en cours. Enfin, je séchais énormément les cours alors que c'était pas mon habitude. Où je pleurais tous les matins, où je me sentais vide. Je suis allée consulter un psychologue qui comprenait pas du tout ce que j'avais et qui m'a même conseillé à un moment des antidépresseurs parce que finalement, 7 mois comme ça, sans savoir ce qui se passait, à pleurer et à être vide tout le temps, à ne jamais ressentir vraiment d'émotion, c'était pas normal. Et à un moment, je lui ai dit, écoutez, je suis pas contre les antidépresseurs, mais par contre, je veux d'abord essayer d'arrêter la pilule pour voir si c'est ça. Et 1 mois après, j'étais à nouveau moi. C'est ouf. Ah ouais, mais c'est des effets secondaires qu'on lit souvent sur les notices, mais auxquels on porte pas forcément attention. Jusqu'à ce que ça nous arrive. Ah ben complètement. Voilà. Et c'est bien que tu aies eu cette intuition du coup de savoir que c'était peut-être la pilule, tu vois. Ah ouais, mais totalement. Et en fait, c'est parce que ça a commencé 1 mois après que je l'ai prise. D'accord. Donc je me suis dit peut-être que c'est ça. Et comment t'as fait après, d'un point de vue contraception, t'as opté pour quoi? J'en avais pas besoin. C'était surtout pour des règles douloureuses. Donc je prenais la pilule pour régler un problème, mais ça m'en a rajouté un autre. Ok. Mais non, c'était surtout pour des règles douloureuses. Et après, je pense que mon corps a tellement été traumatisé par cette expérience que finalement, j'ai plus de douleur, ou alors très peu, très légère. Incroyable. Ouais. C'est fou le corps. C'est un mystère. Vraiment, mais pour revenir du coup à Duperré, donc j'étais dans cette école-là et à un moment, je suis sortie des cours. Donc moi, j'étais là comme ça avec mon petit café. Je portais une création en crochet que j'avais fait quelques années auparavant. Parce que je fais de la couture, mais je fais aussi du crochet, je fais du tricot, etc. Enfin, tout ce qu'il y a autour. Génial, ouais. Et une petite jupe, un petit look sympa, mais rien d'exceptionnel. Toujours très coloré. Rien d'exceptionnel. Et à un moment, je sors du coup de mon école. Il faut savoir qu'au Carreau du Temple, il y a beaucoup de défilés pendant la Fashion Week. Moi, j'y avais jamais prêté attention à la Fashion Week. Je m'étais toujours dit... honnêtement, rien à faire. Je suis en école, je verrai ça plus tard quand je travaillerai dans le milieu de la mode. Et donc, un photographe m'a arrêté, Édouard Berthelot, voilà, si tu passes par là. Voilà. Il travaille pour Getty Images. Ah, canon. Ouais. Et en fait, il m'a arrêté, il m'a dit « Est-ce que je peux te prendre en photo ?» Ok, let's go. Il m'a prise en photo, et dès lors où il m'a pris en photo, tous les photographes sont arrivés. Et donc, j'ai commencé à prendre des photos de mon look comme ça, à faire des marches avant, après revenir en arrière pour refaire une marche avant. Ok, t'étais à l'aise? Très à l'aise. Ah, mais j'ai born, born for that. Ah oui, j'ai toujours dit à ma mère, moi, je suis née pour briller. Ah ouais, c'est dingue. Et en plus de ça, quand j'étais à Montaigu, il y avait le BTS photo et je posais déjà pour... ah, d'accord. Pour eux. Okay. Donc, ça aidait aussi.
Comme j'ai toujours fait beaucoup de photos, même par moi-même, des autoportraits ou même des photos d'autres personnes. Donc, finalement, très à l'aise. Et en plus de ça, ouais, je sais pas, on nous met aussi à l'aise dans la rue parce que finalement, on rencontre des gens qui sont très sympas. Donc, j'ai commencé à faire des photos avec ce photographe-là et avec tous les autres, sans connaître qui que ce soit et ce qui se passait vraiment. Je savais même pas quel défilé avait lieu à côté. Et à partir de là, je me suis dit, OK, c'était sympa, on y retourne demain? Et le lendemain, j'ai demandé les adresses des défilés à une personne de ma classe, parce qu'à cette époque-là, c'était super dur d'avoir les adresses des défilés. C'était très secret, plus comme aujourd'hui où on les a facilement sur TikTok ou même en demandant à je ne sais qui, honnêtement. Et donc, le lendemain, je me dis, OK, je vais aller devant un autre défilé. J'ai porté juste une pièce que j'avais faite, c'est-à-dire un corset, et après, je l'avais accessoirisé avec d'autres vêtements que j'avais. Encore une fois, un succès de fou. Dingue. Et là, je me suis dit, OK, c'est génial. J'ai commencé à y prendre vraiment goût. Bah, tu m'étonnes. Et je me suis dit, bah, c'est pas compliqué. À chacune des Fashion Week, tous les jours, je vais venir avec des créations que j'ai faites pour. Et c'est comme ça que finalement, l'aventure de la Fashion Week a commencé pour moi, parce qu'avant, il n'y avait rien du tout de tout ça, même sur les réseaux, pas du tout. Est-ce que t'as pas, Sarah, une autre anecdote qui t'est arrivée pendant une Fashion Week? Alors, j'en ai beaucoup. Mais il y en a une qui m'a vraiment marquée, c'est qu'une fois, j'étais dans la ligne 3. Je portais un Bermuda que j'avais fait encore une fois. Je glisse toujours des petites pièces à moi dans mes looks de tous les jours. Et je portais ce Bermuda-là et je vois une femme qui me regarde beaucoup. Bon, je calcule pas trop. Et à un moment, quand on sort, elle me dit « Excuse-moi, mais depuis tout à l'heure, je te regarde parce que j'adore ton Bermuda. Où est-ce que tu l'as acheté ?» Et là, du coup, je lui dis « Je l'ai pas acheté, c'est moi qui l'ai fait. Oh !» Incroyable. Elle me dit, écoute, moi, je travaille chez Adidas. Donc, prends mon contact et tout. J'aime beaucoup vraiment ton Bermuda et j'aimerais vraiment voir ce que tu fais. Et donc, on s'est échangé les contacts. On a commencé à se suivre sur Instagram. Et quelques mois, un an et demi après, j'ai reçu un appel de sa part. Donc, il me disait, allô Sarah, t'es dispo là tout de suite? Oui, pourquoi pas. Alors, on a un projet avec Adidas et j'aimerais t'en parler. Donc, tu me dis si t'es partante. OK. Donc moi, à ce moment-là, j'étais dans la rue à Châtelet. Je faisais mon petit shopping. Et elle me dit, on aimerait bien que... tu sais que depuis qu'on se connaît, j'adore tes créations. Et là, on aimerait faire une surprise à une influenceuse. Donc, incroyable. OK, pourquoi pas? Elle me dit, c'est une grande influenceuse et on aimerait que tu lui réalises une pièce. Waouh. OK. Là, j'accepte. Je lui dis oui, il n'y a pas de souci. Elle me dit, OK, ça ne sera pas une pièce, mais ça sera 3 pièces. Et l'influenceuse, c'est Léna Situation. C'est dingue. Incroyable. Et mais du coup, c'est la première fois que tu as vendu une de tes créations alors là? C'est la première fois que j'ai vendu une création. Chapeau. Et c'est la seule fois d'ailleurs. À un moment, j'avais aussi une boutique sur Etsy où je vendais des petites créations. Donc j'en avais un petit peu vendu quand j'avais 17-18 ans. Mais sinon, là, c'était vraiment la vraie première fois que j'avais un client et que j'avais une personne qui allait porter les créations derrière. D'ailleurs, c'est avec ce même tissu que j'ai fait. Je lui ai fait un ensemble Bermuda avec ce tissu-là et une veste dans ce tissu-là. Et j'ai rajouté les petites bandes Adidas sur le côté. Incroyable. Et tu as des photos de Léna qui porte la tenue? Oui. J'ai des photos. J'ai même une vidéo dans laquelle elle porte cet ensemble. Donc, Et tu as pu être en contact avec elle, du coup? Je la croise souvent aux événements. Ah bah ouais. Donc elle m'a déjà parlé, elle m'a dit c'est toi qui as fait mes créations. Ah bah merci. Elle est trop chou. Elle m'a remercié, elle est super gentille. Et qu'est-ce que tu fais de cette aventure Fashion Week? Du coup, tu en vis, tu en tires un salaire. Qu'est-ce que ça veut dire en fait de démarrer une aventure avec la Fashion Week? C'est surtout un plaisir personnel parce que je tire pas du tout d'argent des Fashion Week. Ah oui, d'accord. Non, du tout. Et tu vends pas des pièces des fois? Pas du tout. T'as je les garde pour mes archives. Ah, mais tu n'as pas eu des demandes? Ah si, tous les jours. Et tu ne veux pas les vendre? Pour l'instant, non. C'est pas vrai? Pour l'instant, en fait, comme je disais, je connais mes skills en couture. Je connais aussi mes créations et à quel point certaines d'entre elles ne sont pas finies parce que je m'y prends souvent au dernier moment, toujours la nuit, etc. Donc, je sais qu'il y en a certaines qui ne sont pas vendables. Parce que je sais que dès lors où je vais vendre, je veux que ça soit vraiment bien fait. Je ne veux pas vendre un produit qui est imparfait? Ouais, qui est approximatif. Mais je comprends, comprends. Mais est-ce que c'est pas ça justement qui fait ta différence et Parce que ma cousine produits me dit. imparfaits? Parce que par exemple, sur ce Bermuda, il n'y a pas de doublure. mais c'est génial en fait. Je pense que les nanas, elles veulent pas des pièces parfaites, elles veulent des pièces qui te ressemblent et qui sont imparfaites. Qui veut des trucs parfaits aujourd'hui? Bonne question. C'est l'an 2000. Nous, on veut des trucs imparfaits et qui viennent d'une belle âme et tu vois, fait avec le cœur quoi. Je me dis toujours, si ça se voit pas, ça va.
Mais ouais. Mais après, je pense que tu as un niveau d'exigence qui est incroyable. Mais c'est que j'ai pas envie non plus de décevoir les gens. Encore une fois, j'ai ce truc-là. Mais c'est-à-dire que quand on achète un produit, on s'attend vraiment à ce que ce soit un produit de genre vraiment bien fini. Alors que moi, je sais que par exemple, certaines de mes créations ne le sont pas du tout. Et c'est aussi une question de patience et de temps que j'ai pas forcément. Donc, j'y vais et je fais les trucs pour moi. Mais si c'est pour moi, c'est pas grave. Si c'est pour quelqu'un d'autre, je me dis toujours, OK, cette personne-là a payé un certain prix. Parce que mes créations, honnêtement, le jour où je vais les vendre, ce sera pas des créations à 20 €. Ben non. Donc, il y a un investissement derrière. Il faut que la qualité, elle réponde à cet investissement. Mais est-ce que, quand tu parles de finition, est-ce que ça veut dire qu'il y a un risque lorsque tu la portes, ça se découse ou ce genre de choses? Non. Bon, bah alors, c'est de l'art que c'est tu fais. Ouais, c'est juste une question de belle finition. Non, moi, je et pense de que c'est technique l'art. aussi. Ouais, sur certains produits. Bon, alors franchement, mais j'entends de fou, je suis personne pour te dire quoi que ce soit, je donne juste mon point de vue parce que j'adore, je trouve ça génial et je trouve que c'est intéressant de voir ta perception, mais je pense que les gens recherchent c'est ce côté justement artistique et différent, et au contraire, si aucune pièce ne se ressemble, ça devient encore plus unique et c'est de l'art en fait. Ouais. Donc pourquoi vouloir que ça soit uniforme comme ce que tu trouves chez H&M, enfin entre guillemets, des pièces bien finies, etc. C'est pas ça qu'on veut. Enfin, je pense pas que les nanas qui désirent acheter des pièces chez toi, c'est ce qu'elles recherchent. Et finalement, ce qui est important, c'est de les écouter elles, non? Totalement. Mais j'ai une cousine qui est aussi dans l'entrepreneuriat, qui m'a dit exactement la même chose. Elle habite au Canada, elle, et j'ai passé 2 semaines chez elle. Si je passais 1 mois, je montais un business. Honnêtement. Comment? Parce elle était à fond dedans. Elle me dit, mais Sarah, mais on s'en fout que tes pièces elles soient bien finies ou pas. On n'en a rien à faire. Moi, demain, j'achète juste tes pièces parce que j'adore le design. Mais pareil. Que ça se voit, qu'à l'intérieur, il n'y ait pas de doublure, etc. J'en ai rien à faire. Et j'étais en mode, mais moi, demain, j'achète une pièce aussi sans problème. Peut-être commence, enfin après tu fais ce que tu veux Sarah, c'est ta vie, c'est ton business, c'est tes créations, mais peut-être des fois ce qui peut aider c'est commencer à vendre, pas forcément au prix que tu espères, mais ça te permet de passer des paliers petit à petit pour te sentir enfin légitime et aligné de vendre tes pièces, tu vois. Ouais, peut-être. Mais il faut y aller en fait, c'est maintenant, dès aujourd'hui tu les vends quoi. Non mais c'est vrai qu'on me les demande, et surtout les Bermudas que je reproduis dans toutes les couleurs. Donc moi j'en ai beaucoup, mais beaucoup aimeraient en avoir aussi. Mais non, c'est sûr que j'ai déjà pensé à faire des petits concours où je fais gagner peut-être une pièce, un Bermuda comme ça. Non. À voir peut-être prochainement. Tu les vends. Non, mais c'est... Enfin, bon, après, tu fais ce que tu veux, mais de toute façon, t'es jeune, t'as toute la vie devant toi, tout ça, mais plus tu oses tôt, plus tu vas déclencher des trucs de dingue. Et c'est sûr. Mais je me suis toujours dit, dans tous les cas, qui ne tente rien n'a rien. Mais oui. Et j'ai toujours... c'est toujours le conseil que je donne aux gens, oser. Bah tester alors, et faites, et puis on verra bien. Parce que c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Justement, au moment où je suis tombée dans l'influence, même avant d'être dans l'influence, j'ai fait une campagne pour Givenchy, parfum. Parce que j'ai osé poster une vidéo de moi qui danse sur TikTok. Et puis, on était 3000 participants, 3 sélectionnés dans le monde entier pour faire la campagne. Et moi, j'étais là en mode... Et comment est-ce qu'ils t'ont repéré? Alors, c'est grâce à la vidéo que tu as fait? Oui. En fait, il y avait un concours. D'accord. Où on devait poster un hashtag, etc. Avec une musique imposée, une danse qu'on pouvait faire un peu à notre guise. Ensuite, on a été 15 à avoir été sélectionnés. Un appel vidéo, parce qu'à ce moment-là, c'était un petit peu avant le confinement. Donc, à ce moment-là, il y avait du coup on faisait les entretiens, mais surtout en visuel, à travers un écran. Et donc là, je me souviens que le samedi, je suis allée à une soirée. Bref, j'ai dansé. C'était une soirée appartement parce qu'à cette époque-là, on n'avait pas le droit d'aller en boîte ou quoi que ce soit. Et le lundi, j'avais du coup cet entretien-là avec Givenchy Beauty. Et on m'avait dit, bon, présente-toi, qu'est-ce que t'évoques le nom du parfum, etc. Et à un moment, elle dit, est-ce que tu peux danser? Comme ça, devant 8 personnes, devant un écran, sans musique. Non. Oui, mais vous voulez que je fasse quoi? Je peux vous faire des pas, vite fait. Et après, il y a une des femmes qui a parlé, qui m'a dit, écoute Sarah, danse, parce que moi, je sais que tu danses très bien, parce que samedi soir, t'étais à une soirée et j'y étais aussi. À croire que je provoque le destin, je sais. C'est dingue. Mais moi, c'est que des histoires comme ça. J'ai participé à Qui veut gagner des millions avec mon père quand c'est revenu il y a quelques années. C'est pas vrai. On a fait le meilleur score de la saison. Non. Ah si. Trop marrant. On a réussi à gagner 150 000 €. Non. Grâce à l'émission. On était à 2 questions du million. C'est ouf. Mais j'ai vraiment que des histoires comme ça dans ma vie où finalement, juste, on a osé.
Encore une fois, Qui veut gagner des millions, c'était une vidéo qu'on a envoyée comme ça au casting parce qu'on regardait beaucoup Danser avec les stars avec mon père. C'était un petit peu notre rendez-vous du vendredi soir. Ça tirait bien, ça. Un jour peut-être, qui Mais sait. c'est sûr. Tu es un rayon de soleil, à mon avis, tu attires toutes les choses belles à toi, donc je me fais pas de doute là-dessus. Eh ben, on touche du bois. Mais oui, non, on avait vu une pub comme ça qui disait que Qui veut gagner des millions revenait. Mon père, il s'était dit, bon, ben, pourquoi pas? C'est en duo cette fois-ci, donc on pourrait vraiment se compléter. On a posté une vidéo, mais alors la vidéo, si elle ressort un jour, oh là là. Il faut que j'aille la chercher. Parce que la vidéo, c'est vraiment mon père et moi en pyjama, assise sur le bureau avec mon frère qui nous filme, donc vraiment la caméra n'est même pas stable, et en train de se présenter l'un et l'autre. Mais c'est pas, moi je me présentais pas moi je présentais mon père et mon père me présentait moi. Donc vraiment très très drôle et une vidéo très spontanée finalement qui a marché vu qu'on a été retenu pour les castings. Et après dans les castings, c'était encore une fois incroyable, une expérience qu'on n'imagine même pas parce que on se retrouve dans une salle avec beaucoup de personnes. On nous donne un questionnaire, un QCM avec plusieurs réponses, des questions et plusieurs réponses. On nous dit OK, vous avez 2 minutes, retournez votre page. Mon père qui me dit OK, tu t'occupes de ce côté-là, je m'occupe de ce côté-là. Hop, on est là, on coche. Après, chacun vérifie un petit peu ce que l'autre a fait. On valide, on rend la feuille. Et là, hop, on nous appelle pour nous dire OK, c'est bon, vous avez passé cette étape-là. Maintenant, rendez-vous avec la directrice de casting. OK, on y arrive. Il y avait 2 bureaux comme ça avec nous, c'était avec la productrice de l'émission et il y avait le directeur de casting un peu plus loin. Et en fait, on était tellement spontanés et très naturel encore une fois que même le directeur de casting, après son casting à lui, est venu nous voir et on a commencé à discuter tous ensemble. Et après, quand on est sorti de là, on s'est dit OK, c'est bon. On est sorti, on s'est dit OK, c'est bon, on va participer à l'émission. Et ça a été le cas et c'était incroyable. J'avais porté une de mes créations d'ailleurs à ce moment-là. C'est dingue. Voilà. On les voit partout tes créations en fait. Ben voilà, ça passait à la télé et on savait même pas encore. C'est ouf. Qui j'étais. Et de quoi tu vis alors, Sarah, aujourd'hui? De tes collaborations avec des marques? C'est ça. Aujourd'hui, je vis de l'influence parce que l'influence est arrivée dans ma vie à la fin de mes études, voilà, en parallèle. Et au début, c'est arrivé un petit peu comme ça. Hein. C'était pendant le confinement, je pense comme la plupart des gens, en faisant des petites traînes, des petites danses, du maquillage. Je faisais beaucoup de maquillage artistique à cette époque-là. Ah, canon. Voilà, comme je disais, encore une fois, le dessin, là, je me suis dit, OK, je dessine sur mon visage. Tu fais des maquillages assez poussés, des maquillages artistiques? Ouais, à l'époque, ouais. Aujourd'hui, tu saurais faire encore? Ouais, je pense. Je sais faire des faux tatouages, etc. C'est pas vrai? Ah, si. J'en faisais souvent. Et avec un eyeliner comme ça. Et dans la vie, ma sœur, elle m'a déjà demandé de lui dessiner avec un stylo dessus. Et les gens pensaient que c'était un vrai tatouage quand je lui faisais. Mais bon. T'as trop de talent, je suis fan. Le dessin. Non, mais franchement, Sarah, je sais pas si tu te rends compte. Et c'est pas de la chance parce que t'as bossé pour tout ça et t'as eu cette appétence-là dès le départ. Mm-hmm. Mais c'est fou de savoir faire des choses comme ça de ses mains, de pouvoir développer sans limite sa créativité, sans avoir besoin d'un tierce pour arriver à ses fins. C'est juste de la curiosité. Ouais. Oui, c'est vrai, mais c'est beaucoup de patience aussi, comme tu le dis, tu vois. C'est une discipline, une exigence. Enfin, franchement, c'est top. Merci. Mais ouais, non, c'est sûr que du coup, j'ai toujours essayé de développer ça. Et sur les réseaux aussi, parce que je voulais pas m'enfermer dans une seule case. C'est vrai qu'aujourd'hui, on me connaît vraiment pour la mode parce que je m'y suis vraiment consacrée ces derniers temps. Parce que j'avais plein de choses qui arrivaient en même temps et que c'est pas gérable de faire à la fois de la couture et à la fois des maquillages qui prennent 4 heures. Tout à fait. Bref. Et ouais, non, les réseaux sont arrivés un petit peu comme ça par hasard dans ma vie. Au début, c'était vraiment pour s'amuser. D'ailleurs, au début, moi, j'étais le genre de personne qui critiquait TikTok. Oh non, mais ça, c'est une application. Pourquoi tu vas poster là-dessus, etc. Pendant le confinement, j'ai bien posté. Et ça t'a bien servi, du coup. Et ça m'a bien servi, finalement, parce qu'aujourd'hui, j'en suis où j'en suis. Et oui, non, au début, c'était ça. Après, j'ai été repérée par une agent quand j'avais 7000 abonnés sur Instagram et que j'avais vraiment pas grand-chose encore. Et sur TikTok, je devais avoir 100K, mais quand même. Mais sur TikTok, c'est pas pareil que sur Instagram. Les abonnés arrivent plus vite et surtout à ce moment-là où TikTok vraiment était à son apogée et donc où les gens montaient très très vite. D'accord. Moi, j'avais fait, je me souviens, une vidéo à 15 millions de vues. Oh, waouh. Donc, c'est ça qui m'avait fait monter d'un coup. Moi, j'ai jamais compris les codes de TikTok. Ah, mais je pense qu'on les comprend
personne ne les comprend. Ah oui, ok. Ah ouais, parce que aujourd'hui j'ai 600 000 abonnés et il y a des vidéos qui peuvent totalement marcher comme des vidéos qui vont pas du tout marcher alors que j'ai pris du temps, j'ai bien filmé, Ouais. Finalement, ce qui marche, c'est pas forcément ce sur quoi on. C'est ce que je remarque, ouais. C'est des trucs très bruts. Ah oui. Peu de réflexion derrière, quoi. Ouais, c'est ça. Et parfois, c'est un peu frustrant, hein, franchement. C'est super frustrant. Quand toi, tu sais que t'as pris vraiment du temps et que derrière, t'as pas de retour. Mais j'ai appris à m'en détacher, ça aussi. Il faut, de toute façon, c'est obligé sur les réseaux. Mais ouais, non, du coup, la mode est arrivée sur mes réseaux au moment où j'ai commencé à faire les Fashion Week. Parce que je me suis dit, bon, ok, je partage déjà sur les réseaux du maquillage et tout ce que j'ai envie. Maintenant, j'ai aussi partagé ce que je sais faire depuis des années. Bah, complètement. Ça a cartonné quand tu as commencé à faire tes vidéos de couture? Pas au début. Ah oui. C'était pas un carton, mais c'était pas non plus un flop. Hein. C'était juste une vidéo en plus dans mon bazar sur les réseaux. Mais t'as changé un peu ta DA à un moment donné, non? Parce que j'ai regardé, j'étais remontée dans ton feed, j'analyse toujours le feed de mes invités avant que vous veniez en studio. Mmh. Et en fait, j'ai regardé au début tes vidéos, c'est pas du tout c'est pas la même chose, c'est pas filmé de la même manière qu'après. Ouais. Et on voit quand même un gap. Mais je pense que j'ai évolué parce que j'ai commencé à trouver des choses qui marchaient et qui me faisaient plaisir et qui me prenaient pas forcément énormément de temps. Au début, j'étais là en train de me dire, OK, il faut absolument que je puisse montrer à tout le monde ce qui se passe vraiment dans les détails, etc. Mais en fait, c'était tellement long. Mais c'est oui. Et puis les gens, le cerveau, je pense que tu commences à comprendre comment fonctionne le cerveau d'un être humain. Et il veut des transformations rapides. Enfin, tu vois, c'est... Mais c'est ça, c'est dans une ère où finalement tout est rapide. Moi, je montrais quelque chose de super lent. Et même moi, finalement, quand je faisais mes montages, je prenais plus de plaisir. Alors, aujourd'hui, je laisse pas cette idée-là de montrer les backstage parce que c'est toujours intéressant, mais de le faire d'une autre manière, peut-être un peu plus dynamique que ce que je faisais auparavant. Et d'une manière aussi... avec un storytelling qui serait plus adapté et qui serait plus accessible aussi. Parce que c'est sûr que quand t'entends, alors là, je vais faire une pince et ensuite, là, je vais faire un pli comme ça. Ok, mais ensuite... Bah oui. Ça passionne pas sur le coup. Bah, en fait, ta communauté, t'es pas t'es pas un atelier de couture. C'est ça. Donc elle te suit pas pour apprendre à coudre, elle te suit pour le résultat de tes créations. Exactement. Et ouais, c'est la différence. Et quand est-ce que tu crées ta boîte alors? Quand est-ce que tu montes ta marque? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Bah ouais, moi j'attends là du coup. Non, c'est la question. T'as pas une petite idée vraiment derrière la tête par rapport à ça, ou tu préfères regarder? Pas du tout. Ah non. Encore une fois, pas du tout. J'ai plusieurs personnes qui me demandent tous les jours. En plus, là, avec cette Fashion Week qui est passée encore plus. Mais c'est vrai que c'est quelque chose auquel j'ai pensé, mais que je voyais très loin encore. Ah oui, alors que non. En fait, je sais qu'aujourd'hui, si je lance quelque chose, il y aura des gens qui seront prêts à acheter. Parce que, vu le nombre de demandes que j'ai par jour... Sans problème. C'est incroyable. J'ai même des demandes de personnes qui jouent dans des séries. Non. Si. Mais donc, t'as tout pour faire un lancement de dingue en plus. Un lancement de marque de dingue. T'as un peu des appétences, marketing, tout ça, campagne marketing, ou tu te dis que de toute façon, tu vas lancer le truc et... Non, je pense qu'il faut s'entourer d'une équipe. Comme je dis toujours, une marque, c'est pas juste du vêtement. Parce que sinon, il y aurait plein de gens qui lancent des marques et qui misent beaucoup sur le marketing et sur l'image, qui auraient totalement flop. Alors qu'il y a des gens qui sont très créatifs, qui seraient montés. Mais en fait, aujourd'hui, la majorité et ce qui construit vraiment une marque, c'est comment tu la vends. C'est la direction artistique derrière tout ça. Et je pense qu'en fait, c'est juste un travail d'équipe. C'est-à-dire que moi, je fais le vêtement, mais derrière, je vais avoir quelqu'un qui va peut-être avoir une vision pour le mettre en avant, ce vêtement-là. Peut-être une vision que moi, je ne vais pas avoir. Ou tout simplement une vision qui va compléter la mienne. Complètement. Et c'est comme ça qu'on arrive à produire un travail qui est très riche, c'est en s'entourant. Complètement. Finalement, toute l'histoire de ma vie, m'entourer des gens. Mais oui, et tu sais très bien faire en plus. Voilà. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir la naissance de cette marque et c'est très intriguant parce que je pense que beaucoup de personnes voient en toi un potentiel encore plus grand que ce que tu développes aujourd'hui. Et du coup, c'est un peu cette sensation de... On sait que lorsque tu vas aller plus loin, tu vois, c'est bon, quoi. Ça va le faire. Ce que tu vas toucher, ça va marcher. Et c'est rare, mine de rien, les talents comme ça, entre guillemets. Donc, j'ai hâte de voir ce que tu vas faire. Moi, j'ai hâte aussi, de voir ce que l'avenir me réserve. Ouais.
Parce que, comme je dis, moi, je me laisse un peu aller. Je prends les opportunités quand elles arrivent. Je les provoque parfois. Mais tout ça en restant très, très détendu. Très calme, toujours. très chill. Tu sais que Voilà. ça va le faire. Je sais que je travaille pour ça. Et je sais du coup que ça va arriver un jour, même si ça prend du temps. Ça fait 2 ans que je fais les Fashion Week et ça fait 2 ans que du coup, la majorité des photographes savent que je fais des créations par moi-même, qu'ils essayent de me pousser, que j'ai déjà eu des parutions dans des magazines, des interviews dans Vogue US, etc. Pour l'instant, j'arrive petit à petit et voilà, je sais très bien qu'un jour ça va exploser et que c'est juste une question de temps. Si je travaille pour. De temps et... Je sais pas, moi je me dis que c'est toi aussi. Là, ça dépend de toi aussi. Parce que tu les as, les demandes et les opportunités. Donc... Je pense qu'il y a encore du chemin à faire parce que niveau opportunité, j'ai des opportunités, mais c'est sûr que dans le milieu de la mode, c'est un milieu qui est très fermé. Donc par exemple, là, on me voit au Fashion Week, la plupart du temps, je suis devant les shows. Je suis pas à l'intérieur. Eh ben ouais. Sauf que c'est une question aussi de contact, etc. et de gens qui voient ce que tu fais. C'est ça. Plus les gens vont voir ce que je fais, plus peut-être j'aurai ces opportunités-là qu'actuellement je n'ai pas. Complètement. Et voilà. Je pense que c'est ça, c'est quand tu oses encore plus et que tu prouves encore plus, c'est là où ça finit par payer. Ah mais c'est ça. Là, de toute façon, cette dernière Fashion Week, en tout cas, elle a bien payé. J'étais bien contente. Trop bien. En tout cas, félicitations. Merci. Trop joli ton parcours. J'adore. Merci. On a un petit rituel à chaque fin d'épisode. C'est en gros en 60 secondes. D'accord. On te pose des questions. Ok. Et il faut répondre très rapidement. En gros, c'est ça ou ça. Ok. Ok ? Let's go. C'est parti. Paris, Milan ou New York ? Paris. La chanson que tu écoutes pour booster ton moral ? Au bout du rêve de La Princesse et la Grenouille, un Disney. Mais trop mignon. Oser maintenant ou attendre le bon moment ? Ah, oser maintenant. Ouais, oser maintenant. Il faut toujours tester. Ok. Haute couture ou prêt-à-porter ? Luxe. Non, t'as pas le droit. Prêt-à-porter haut de gamme. Ok. Pourquoi pas haute couture ? Parce que la haute couture, il y a beaucoup de règles autour de la haute couture. C'est-à-dire que moi, par exemple, je pourrais pas dire que je fais de la haute couture parce que il y a un temps de travail consacré à une pièce, un savoir-faire qui est exigé, etc. Enfin, c'est totalement différent de ce que moi je fais actuellement. Ok. Après, qui sait, peut-être un jour. Peut-être un jour. Quand j'aurai des petites mains qui travailleront avec moi. Exactement. Impact ou esthétisme ? Impact. Instagram ou YouTube ? Insta. Ta créatrice ou créateur préféré ? Jean-Paul Gaultier. Hey. Très créatif, très coloré, très joyeux, tout ce que j'aime. Prendre des risques ou assurer ses arrières ? Prendre des risques. On va nulle part sinon. Je suis d'accord. Suivre les tendances ou créer les siennes ? Ah, créer les siennes. Sans bec. Dernière question. Une femme qui t'inspire ? Une femme qui m'inspire, ma mère. Oh, c'est comment très s'appelle ta bateau maman ? comme Marie-Christine. C'est très bateau comme réponse, mais une femme qui m'inspire, ma mère, elle m'a toujours, encore une fois, poussée. Et c'est elle qui m'a mis un petit peu dans ce milieu de la mode. Donc, voilà. Bravo, Sarah. Et bravo à tes parents. Ils ont créé un très bel être humain. C'est gentil, merci. Merci à toi. Merci beaucoup, Sarah. Merci.